Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Simplement pour vous informer, je devrais en avoir pour 10 à 12 minutes de déclaration liminaire et ensuite je serai très heureuse bien sûr de répondre à toutes vos questions. Alors, c'est avec émotion que je viens de présenter à l'Assemblée nationale le projet de loi concernant les soins de fin de vie. Considérant l'intérêt et l'espoir suscités par la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, l'ampleur exceptionnelle de la consultation qu'elle a menée, plusieurs centaines de personnes et d'associations, je le rappelle, le caractère parfaitement non partisan de ses travaux et l'unanimité de ses recommandations portées par des députés provenant des 4 formations politiques représentées à l'Assemblée nationale, nous avions la responsabilité, comme gouvernement, d'y donner suite. Je tiens d'ailleurs à exprimer d'entrée de jeu toute ma gratitude aux députés membres de la commission spéciale, particulièrement bien sûr à M. Jeffrey Kelly et Mme Maryse Gaudreault qui se sont succédés à la présidence, mais aussi à Noëlla Champagne, Francine Charbonneau, Pierre Reid, Amir Kadir et aux ex-députés Germain Chevary, Benoît Charette et Monique Richard. Je veux que tous les membres sachent que nos 51 séances de délibération m'ont habité tout au long des travaux des derniers mois. Je dis aussi bien sûr à nouveau merci aux citoyens et aux citoyennes et aux groupes qui ont participé avec sincérité, générosité et avec le plus grand sérieux à la commission. Je veux qu'ils sachent que leurs commentaires, leurs histoires, souvent bien personnelles, leurs demandes, de même que dans certains cas leur réticence, voire leurs craintes, m'ont aussi accompagné pendant toute la période d'élaboration du projet de loi que j'ai aujourd'hui le privilège de présenter. Je parle de privilège parce que je suis certaine que chacun des membres de la commission, sans compter plusieurs autres personnes dans la société, aurait souhaité pouvoir présenter le projet de loi. Alors, vous pouvez être assurés que j'ai pris ce travail très au sérieux pour être à la hauteur de la responsabilité qui m'incombe, une responsabilité, je dois le dire, dont je saisis très bien et dont le gouvernement dans son ensemble saisit très bien toute l'importance. On le fait habituellement à la fin, mais je tiens à remercier dès maintenant l'équipe formidable du ministère sous la gouverne du sous-ministre adjoint Luc Castonguay, les gens de l'unité de l'éthique, la coordonnatrice Mme Nathalie Desrosiers et les précieux légistes qui ont travaillé très fort et très bien au cours des derniers mois, Maître Patricia Lavoie et Maître Ariel Boileau. Et je remercie aussi bien sûr le comité d'experts juristes. Le projet de loi présenté aujourd'hui s'inscrit en droite ligne avec les recommandations de la commission spéciale et avec les attentes que la population y a manifestées, comme elle continue de le faire. Il s'appuie sur des valeurs de solidarité et de compassion, de respect de la personne et de son autonomie, ainsi que de protection des personnes vulnérables. Les Québécois souhaitent que l'on réponde à leurs besoins d'être accompagnés en fin de vie par des soins appropriés, adaptés à leur situation personnelle et à leurs besoins spécifiques pour prévenir et pour apaiser leurs souffrances, pour leur permettre de vivre l'étape ultime de leur vie de la manière la plus sereine et conforme possible à leur volonté en préservant leur dignité. Les personnes souhaitent aussi être rassurées quant au fait que si elles devaient devenir inaptes, les volontés de soins qu'elles auront exprimées en prévision de leur fin de vie seront respectées. C'est à ces 2 objectifs principaux que vient répondre le projet de loi concernant les soins de fin de vie. Je mentionne que nous avons fait le choix de se doter d'une loi intégrée, que je qualifie en quelque sorte de loi autoportante sur les soins de fin de vie, plutôt que de modifier plusieurs lois. L'idée étant de consacrer en un endroit principal, en une loi phare, les principes, les droits des personnes en fin de vie, ainsi que les règles relatives à l'organisation et à la dispensation des soins qui les concernent. C'est aussi une manière de consacrer l'approche globale et intégrée des soins de fin de vie que nous mettons de l'avant. Une approche qui est centrée sur l'idée du continuum de soins de fin de vie et ainsi donner un signal très fort quant à l'importance de reconnaître la fin de vie comme une étape fondamentale de la vie avec des besoins et une réalité propre à laquelle nous devons savoir répondre. Spécifiquement, le projet de loi comporte 2 volets.
Premièrement, les droits des personnes, l'organisation et l'encadrement relatifs aux soins de fin de vie, lesquels comprennent les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir, une option exceptionnelle et strictement balisée pour des cas de souffrance exceptionnelle où des personnes le demandent expressément. Je vais y revenir dans quelques instants. Deuxièmement, le projet de loi prévoit la mise en place du régime des directives médicales anticipées, afin de reconnaître la primauté des volontés exprimées clairement et librement par une personne. Je me permets de vous lire les 3 principes qui doivent guider la prestation des soins de fin de vie. C'est l'article 2 du projet de loi. Premièrement, le respect de la personne en fin de vie et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer chacun des gestes posés à son endroit. Deuxièmement, la personne en fin de vie doit en tout temps être traitée avec compréhension, compassion, courtoisie et équité dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité. Et troisièmement, les membres de l'équipe de soins responsable d'une personne en fin de vie doivent établir et maintenir avec elle une communication ouverte et honnête. Et ça, c'est très important pour s'assurer que la personne et ses proches savent à quoi s'en tenir, qu'ils connaissent bien l'état de leur situation, leurs pronostics, leurs options, leurs droits. C'est fondamental. D'ailleurs, le projet de loi vient prévoir noir sur blanc les droits des personnes en fin de vie en matière de soins. Il consacre d'abord le droit de refuser ou d'interrompre tout soin, même s'il est nécessaire pour être maintenu en vie. Ce qui veut dire, par exemple, le droit d'être débranché d'un respirateur, le droit de cesser des traitements, le droit de cesser une dialyse, par exemple. C'est un droit qui existe déjà de par l'interprétation du Code civil et de par la jurisprudence. On peut penser, par exemple, au cas de Nancy B. Mais il n'était pas, à ce jour, inscrit nommément dans notre corpus législatif. On vient le faire. Mais surtout, le projet de loi prévoit le droit pour toute personne dont l'État le requiert de recevoir des soins de fin de vie et que ceux-ci peuvent être offerts dans les établissements de santé, les maisons de soins palliatifs ou à domicile. En prévoyant spécifiquement ce droit, plutôt que de s'en remettre uniquement au droit général prévu à la loi sur les services de santé et les services sociaux, nous venons reconnaître formellement les soins palliatifs pour la première fois dans un texte de loi. Et du même coup, nous venons reconnaître toute leur importance. Le projet de loi prévoit d'ailleurs que chaque établissement devra se doter dorénavant d'une politique et d'un programme clinique les concernant. Les soins palliatifs sont en effet la réponse par excellence aux souffrances de la majorité des personnes en fin de vie, axés sur le bien-être global de la personne et de ses proches et sur une approche interdisciplinaire. Ils sont centraux pour assurer un accompagnement de qualité et adapté aux besoins de chaque personne en fin de vie. C'est la raison pour laquelle leur bonification est une priorité gouvernementale. Nous sommes d'ailleurs confiants qu'en lui-même, ce projet de loi sera un puissant levier pour donner un essor encore plus grand aux soins palliatifs, comme le gouvernement s'y est d'ailleurs déjà engagé avec notamment des investissements importants en soins palliatifs annoncés par la première ministre le mois dernier. Je me permets quelques remarques sur un soin palliatif très spécifique, celui de la sédation palliative terminale. La sédation palliative terminale, c'est l'administration d'une médication à une personne de façon continue dans le but de soulager sa douleur en la rendant inconsciente jusqu'à son décès. Puisqu'il est ressorti des travaux de la Commission, des représentations du Collège des médecins ainsi que du rapport des juristes experts que ce soin était mal balisé et que la qualité de son encadrement et de son utilisation était très variable d'un établissement à l'autre, le projet de loi vient encadrer cette pratique de manière spécifique, notamment avec des exigences particulières en matière de consentement et quant à la nécessité qu'un protocole uniforme soit établi et suivi. Les soins palliatifs sont donc au cœur du projet de loi. Mais il faut être conscient que même les meilleurs soins palliatifs ont des limites, qui font en sorte que des personnes qui souffrent attendent parfois désespérément une réponse en fin de vie. C'est d'ailleurs cet état de fait qui a amené le Collège des médecins à l'automne 2009 à interpeller l'Assemblée nationale. En effet, pour une minorité de personnes, les soins palliatifs n'arrivent pas à soulager toutes les souffrances. Cela pose assurément un défi à la société québécoise et nos valeurs de compassion et de solidarité nous commandent de trouver des avenues pour répondre aux situations particulièrement difficiles vécues par ces personnes.
comme le recommandait la commission spéciale, nous jugeons que nous devons mettre en place une option supplémentaire dans le continuum de soins de fin de vie. Une option exceptionnelle, mais une option nécessaire afin de répondre aux situations de souffrance exceptionnelle. C'est l'aide médicale à mourir. L'expression « aide médicale à mourir » proposée par la Commission et qui semble d'ailleurs déjà en bonne voie d'intégration fait ressortir à la fois l'idée de soutien et le contexte médical qui sont indissociables. Le mot « aide » renvoie à l'idée d'une réponse à une demande qui doit provenir en tout temps de la personne elle-même, ainsi qu'à la valeur incontournable de l'accompagnement. Alors que le terme médical précise bien sûr la nature de cet accompagnement qui implique obligatoirement l'intervention et l'accompagnement du médecin. L'aide médicale à mourir se distingue de l'euthanasie, en ce que cette dernière ne sous-entend en elle-même ni le contexte médical, ni l'exigence que la demande vienne expressément de la personne elle-même. Et je veux aussi répéter, parce qu'il y a toujours de la confusion et qu'il faut saisir chaque occasion pour faire de la pédagogie dans ce dossier, qu'elle n'est pas non plus assimilable au suicide assisté, qui, selon la définition qui en est faite, est le fait de procurer à quelqu'un les moyens de se suicider ou de l'information pour y parvenir, ou les deux. Le suicide assisté est un geste isolé, un acte individuel dans le temps et dans l'espace, et il ne correspond pas à la valeur d'accompagnement et à celle de sécurité médicale indissociable de l'option de l'aide médicale à mourir. Il s'éloigne donc clairement de l'idée fondamentale du projet de loi du continuum de soins de fin de vie. Le projet de loi concernant les soins de fin de vie encadre l'aide médicale à mourir par des exigences et des balises très strictes. Ainsi, seule une personne en fin de vie qui exprime une requête de manière libre et éclairée et de façon répétée et qui répond aux conditions suivantes pourrait demander une aide médicale à mourir. Alors, pour fin de référence, c'est l'article 27 du projet de loi. Elle doit donc être majeure, apte à consentir aux soins, et elle est une personne assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie. Elle est atteinte d'une maladie grave et incurable. Sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités et elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu'elle juge tolérables. De plus, l'aide médicale à mourir ne pourrait être obtenue qu'au terme du respect d'un processus formel, au cours duquel, notamment, la personne devra faire sa demande à l'aide du formulaire prévu à cette fin et qui devra être signé en présence d'un professionnel de la santé ou des services sociaux. Elle devra répéter sa demande au cours d'entretien avec son médecin, espacé par un délai raisonnable compte tenu de l'évolution de son état. Et le médecin devra conclure, de même qu'un second médecin indépendant qui l'aura consulté, que l'ensemble des conditions prévues sont respectées. En outre, le médecin qui administre l'aide médicale à mourir devra transmettre un avis au Conseil des médecins dentistes et pharmaciens duquel il est membre, ainsi qu'à la Commission sur les soins de fin de vie. Le projet de loi prévoit en effet la création d'une commission sur les soins de fin de vie, dont le mandat est d'examiner toute question relative aux soins de fin de vie et de surveiller l'application des exigences particulières relatives à l'aide médicale à mourir. Il y a un deuxième volet, comme je vous l'annonçais, au projet de loi, donc un ensemble de dispositions qui visent à reconnaître pleinement la primauté des volontés de la personne par la mise en place du régime des directives médicales anticipées. On reconnaît ainsi la possibilité pour une personne de faire connaître à l'avance ses volontés en matière de soins dans l'éventualité où elle deviendrait inapte à le faire. Lorsque les directives médicales anticipées sont conformes aux modalités prévues, c'est-à-dire soit qu'elles sont faites de manière notariée ou sur le formulaire prévu à cet effet en présence de 2 témoins, le projet de loi leur confère un caractère contraignant, ce qui fait en sorte qu'elles ont la même valeur que des volontés exprimées par une personne apte à consentir aux soins. Le projet de loi prévoit en outre la mise sur pied d'un registre pour consigner les directives médicales anticipées afin d'en faciliter l'accessibilité pour l'ensemble des professionnels de la santé. En terminant, j'indique que nous souhaitons que le projet de loi concernant les soins de fin de vie soit débattu à l'Assemblée nationale du Québec au cours de l'automne 2013. Si nous le présentons maintenant, c'est précisément parce que nous souhaitons nous donner le temps pour faire les choses correctement
que les gens puissent en prendre connaissance pendant les prochaines semaines, les prochains mois. Je souhaite bien sûr travailler avec l'ensemble des partis et je suis convaincue que nous allons bien faire les choses avec toute la rigueur, le sérieux et l'humanité que commande un sujet aussi important et aussi sensible. Le but est de doter la société québécoise, une société soucieuse de réfléchir et d'agir pour le bien-être de tous, d'une loi qui réponde aux besoins des personnes en fin de vie, en respectant toute la complexité de leur situation propre, dans un souci constant de respect, de solidarité et de compassion, afin que tous puissent avoir des réponses à leurs souffrances, afin que tous puissent mourir dans la dignité. Je vous remercie de votre attention et je suis maintenant, bien sûr, heureuse de répondre à vos questions. Merci, Madame la ministre. Alors, nous voici rendus à la période de questions. Je rappelle les règles à mes collègues. On parle d'une question et d'une sous-question. Alors, nous commençons par les médias francophones. J'ai en liste Martin Ouellette, Presse canadienne. Merci. Bonjour, Madame la ministre. Simplement pour dissiper là, un peu de brouillard, il est écrit les soins de fin de vie comprennent les soins palliatifs, y compris la sédation palliative terminale, de même que l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, c'est pas la même chose que la sédation palliative. Pouvez-vous m'expliquer, là, faire les deux, Oui. faire la différence entre les deux? Alors, les soins de fin de vie, essentiellement, ce sont les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Dans les soins palliatifs, il y a cette notion, cette réalité, ce soin spécifique de la sédation palliative terminale. C'est un soin palliatif qui existe déjà et ce en quoi ça consiste, en fait, c'est d'endormir une personne à l'aide donc d'une médication très puissante, de l'endormir en cessant généralement l'alimentation et l'hydratation jusqu'à ce que le décès survienne. Donc, la personne va dormir jusqu'à son décès. C'est quelque chose qui existe, mais on s'en est fait beaucoup parler pendant les travaux de la commission et on vient prévoir des exigences particulières parce que c'est pas banal. Donc, on vient prévoir que pour ce soin spécifique, il va devoir y avoir des exigences, notamment en matière de consentement et quant au protocole uniforme qui va devoir être suivi. Et pour l'aide médicale à mourir, Oui. c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'aide médicale à mourir, c'est vraiment une procédure qui est généralement faite, donc, qui va être faite par le médecin et qui va consister, selon un protocole qui va être établi par le Collège des médecins et l'Ordre des pharmaciens, en l'administration, donc, d'un médicament qui va avoir pour effet, donc, de mettre fin aux souffrances de la personne, comme la personne va l'avoir demandé de manière répétée en suivant toutes les balises qui sont prévues dans le projet de loi. Juste pour ajouter, vous êtes des gens prévoyants, j'imagine, vous avez fait des projections. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui pourraient se prévaloir de ce service-là? Écoutez, la seule chose on peut pas lire dans une boule de cristal, la seule chose pour se guider qu'on peut un peu estimer, c'est en regardant les expériences à l'étranger. Si on regarde en Europe, en Belgique, c'est autour de 0,8%, donc moins de 1% des décès qui se font à l'aide de la loi sur l'euthanasie. Et si on regarde, par exemple, du côté d'États américains, où c'est différent, là, c'est quand même une réalité qui est différente, c'est le suicide assisté, mais c'est dans une optique aussi de répondre aux souffrances qui ne trouvent pas de réponse. On est plus, si on regarde l'Oregon, entre 0,2%, 0,5% dans les États. Donc, c'est un très petit nombre, mais c'est un nombre de personnes dont les souffrances sont telles qu'elles sont insupportables et qui donc nous commandent des réponses. Réal Séguin, en français, de Globe and Mail. Madame, en quoi cette loi-là est compatible avec le Code criminel? Alors, cette loi-là est tout à fait compatible parce qu'en fait, elle s'inscrit vraiment dans la compétence du Québec en matière de santé. Comme vous êtes à même de le constater, c'est vraiment une loi globale qui porte sur l'ensemble des soins de fin de vie, donc pour les personnes qui sont en fin de vie. Et le tout se fait sur l'idée d'un continuum de soins. Et on est vraiment dans un contexte médical, et d'où d'ailleurs toute l'appellation de l'aide médicale à mourir, comme je vous l'expliquais, qui est indissociable de l'accompagnement médical et qui est indissociable de l'idée du continuum de soins. Donc, on est vraiment en matière de compétences en santé.
Et il n'y a rien dans le code criminel qui vient prévoir quelque chose de spécifique pour un geste posé pour mettre fin à des souffrances dans un contexte médical. Donc, ce sont deux choses différentes. Et d'ailleurs, je vous dirais que autant le Collège des médecins, le Barreau du Québec, c'est le Québec qu'ils ont interpellé parce que toute leur réflexion était sur la base de la nécessité d'accompagner médicalement les gens en fin de vie pour qui on ne peut pas soulager les souffrances. Et vous savez comme moi qu'autant le Barreau du Québec que le comité expert sont venus tout à fait confirmer la marge de manœuvre du Québec dans le domaine à cause de sa compétence en matière de santé. Une autre question, c'est de savoir quelles sont les restrictions au niveau des résidents. Est-ce que ça s'applique seulement aux résidents du Québec ou est-ce que quelqu'un d'une autre province pourra venir se prévaloir de ces services-là, étant donné que ce n'est pas offert nulle part ailleurs au Canada? C'est prévu à l'article 26. La personne doit être une personne assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie, ce qui effectivement fait en sorte que c'est une possibilité uniquement pour quelqu'un donc qui est assuré au Québec en vertu de la loi sur l'assurance maladie. Denis Lessard, La Presse. Pour revenir sur le code criminel, ça va établir, si le projet de loi est adopté, ça va établir un régime distinct au Québec que du reste du pays. Et l'assurance, vous savez qu'il n'y aura pas de poursuite possible. Quelqu'un peut dire, j'estime que mon père a fait l'objet d'abus, d'intervention abusive de la part des médecins, et puis je pense que c'était illégal, et puis il peut demander des poursuites, non? En fait, je le répète, on est très confiant. On pense que toute autre province qui souhaiterait se doter d'une loi similaire pourrait tout à fait le faire en vertu de sa compétence en matière de santé. L'assurance d'Ottawa, en fait, Ottawa, je dois dire, nous n'avons pas d'assurance, mais nous n'avons aucun signal à l'effet contraire. Ottawa ne nous a aucunement sollicité, ne nous a aucunement émis de mise en garde, de réserve. Je pense qu'ils sont conscients comme nous de la marge de manœuvre du Québec en matière de santé, telle que confirmée notamment par le barreau et le comité des experts juristes. Alors, c'est vraiment sur cette base-là que le projet de loi est fait. Et c'est une loi vraiment globale. Hein. C'est sûr que pour certains, ça allait être une loi sur l'aide médicale à mourir. C'est pas ça la philosophie du tout de la loi. La philosophie de la loi, c'est vraiment de venir prévoir des dispositions sur l'étape fondamentale et ultime d'une personne dans sa vie, qui est la fin de vie. Donc, pour vraiment amener à cette personne un accompagnement et des soins appropriés et adaptés à sa réalité propre, à ses besoins, à sa situation particulière. Donc, autant les soins palliatifs y sont prévus que l'idée d'une option supplémentaire qu'est l'aide médicale à mourir. La sédation palliative, si le patient n'est pas apte à donner un consentement, qui donne le consentement à ça? Alors, ce qu'on vient... en fait, c'est ça. C'est que dans l'état actuel des choses, il faut bien comprendre, puis quand vous faites référence, si quelqu'un voulait poursuivre, je pense que c'est très important de rappeler qu'il n'y a jamais eu de poursuite au Québec quant à une situation de fin de vie. Alors, je pense que ça en dit long aussi sur le fait que non seulement on travaille dans notre champ de compétences en matière de santé, mais comme le comité des juristes experts est venu dire, le droit criminel, si on le prenait de ce prisme-là, visiblement, il n'est pas applicable dans l'état actuel des choses parce qu'avec les avancées de la médecine, de la science, la pharmacologie, on n'est plus du tout dans une réalité qu'on vit et un jour on meurt. On est dans une réalité où de plus en plus la fin de vie fait suite à une décision humaine, une décision d'arrêter des traitements, ce qui est tout à fait légal et permis dans le Code civil, donc depuis la réforme du début des années 90. Donc à chaque jour, dans les établissements de santé, il y a des gens qui cessent des traitements, il y a des gens dont on débranche d'un respirateur. C'est tout à fait permis. Et la sédation palliative terminale, elle s'inscrit un peu dans cette logique. Mais elle suscite, je dirais, beaucoup de commentaires et certains malaises dans le milieu de la santé parce que elle n'était pas du tout encadrée spécifiquement. Et d'ailleurs, si vous parlez à des professionnels de la santé, certains vont penser que la sédation palliative terminale, en fait, ce n'est simplement que l'augmentation des doses de morphine. La sédation palliative terminale, ce n'est pas ça. C'est un peu comme dans le cas d'un grand brûlé, qu'on plonge dans un coma, le temps donc de pouvoir
il souffre tellement question de pouvoir répondre à ses souffrances, on le plonge dans un coma. Ben c'est un peu la même chose, la sédation palliative terminale. C'est de plonger quelqu'un qui est en fin de vie, qui souffre, qui a souvent ce qu'on appelle dans le jargon des souffrances réfractaires, donc on n'arrive pas à contrôler. Donc on le plonge en quelque sorte dans un état d'inconscience en arrêtant l'alimentation et l'hydratation jusqu'à ce que le décès survienne. Et dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de règle particulière, ni quant au protocole, ni quant au consentement. On vient prévoir maintenant que le consentement doit être écrit, mais effectivement, une autre personne pourrait consentir au nom de la personne qui, par exemple, serait devenue inapte. Mais tout ça est prévu expressément donc dans le projet de loi, consentement écrit et aussi protocole qui va devoir être élaboré aussi par le Collège des médecins et suivi par les établissements. Et en fait, de ce qu'on constate, c'est que cette pratique-là s'est développée un peu comme la seule solution qui était possible compte tenu que l'aide médicale à mourir n'était pas disponible. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens pour qui c'est une pratique qui n'a aucun sens. Parce que quand vous êtes en fin de vie et que vous souffrez, l'idée de vous faire dire, écoutez, on n'est pas capable de soulager vos souffrances et la seule manière d'y parvenir, ça va être d'arrêter de vous alimenter, de vous hydrater et de vous endormir. Vous savez que des fois, cet état d'inconscience va durer pendant 1 semaine, 10 jours, 15 jours. On nous a parlé d'un cas de 20 jours. Et pendant ce temps-là, la personne continue en quelque sorte à vivre avec des proches qui la veillent et tout ça, alors qu'on sait très bien quand on amorce la procédure, que c'est le décès qui va s'en suivre. Sur l'aide médicale à mourir, sur la souffrance intolérable, tout ce qui est un état irréversible. Quand on parle de sédation palliative, ça s'applique plus. C'est si un tiers décide que c'est utile ou c'est pertinent. Généralement, voyez-vous, la maison Michel Sarrazin a un protocole qui est un peu le protocole dans le domaine. Et là, l'ensemble des établissements vont devoir suivre un protocole qui va être mis de l'avant par le Collège des médecins et qui va inclure donc des éléments en lien précisément avec le fait que si une personne est inapte, comment on aborde cette question-là. Et parce qu'effectivement, c'est sensible. Mais on est aussi conscient de l'importance de ne pas retirer des droits qui sont déjà existants. Donc, l'idée, l'approche, c'est de venir encadrer de manière beaucoup plus soutenue les pratiques actuelles pour vraiment un objectif de sécurité et de protection des personnes vulnérables et donc de s'assurer que l'ensemble peut se faire correctement dans des balises sécuritaires avec des protocoles uniformes établis convenablement par les ordres professionnels. Jessica Nadeau, Le Devoir. Concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est inscrit dans le projet de loi pour empêcher les poursuites criminelles contre les médecins et est-ce qu'on va par exemple donner des directives au directeur des poursuites ou qu'est-ce qui est fait concrètement là pour empêcher qu'un médecin qui offre ce soin-là se fasse poursuivre? OK. Alors, je le répète, ce projet de loi-là, il concerne vraiment les questions de fin de vie. Il est fondé sur notre compétence en matière de santé et on est tout à fait confiant et que ce projet de loi-là, en lui-même, tient la route et donc qu'il a des assises juridiques solides. Donc, en lui-même, il existe, c'est une étape en soi. La question que vous posez, c'est est-ce que du fait qu'il y a cet environnement du droit criminel et ces dispositions du droit criminel, il devrait y avoir en plus une orientation du directeur des poursuites criminelles et pénales. L'idée, en fait, c'est que c'est une question évidemment qui va pas dans le projet de loi, là, parce que le projet de loi, c'est le projet de loi sur les soins de fin de vie et on pense pas que c'est absolument nécessaire. Mais j'ai évidemment toute la question de donner une orientation relève de mon collègue, le ministre de la Justice et procureur général. Je vais lui laisser s'exprimer davantage sur la question, mais je peux vous dire qu'il m'a informé que bien que cela n'apparaisse pas nécessaire, que c'est une option qu'il envisage si cela est de nature à rassurer l'ensemble des professionnels de la santé. L'idée, en fait, c'est un peu de se dire, si ça peut rassurer,
mettre les choses de manière encore plus claire et limpide. C'est un peu une approche ceinture et bretelle, si vous voulez. On pense pas que c'est nécessaire, mais si ça peut aider à rassurer. Donc, c'est une option à laquelle il réfléchit et qu'il envisage, mais évidemment, c'est quelque chose qui ne viendrait qu'après une adoption éventuelle du projet de loi. Juste pour préciser le vocabulaire, c'est une orientation au DPCP, c'est ça? C'est ça. C'est une orientation. Maintenant, depuis la création du DPCP, on parle d'une orientation du ministre au DPCP. Et le DPCP, lui, peut donner des directives à ses procureurs à la suite de l'orientation émise par le ministre. L'avortement. Pour ce qui est de l'avortement, c'est le ministre Marc-André Bédard, ce qu'il avait fait après un examen très fouillé de la question. Il avait émis une lettre. Donc, c'était une lettre. On ne parlait pas à l'époque d'une orientation, mais au procureur pour dire que dans le contexte de l'acceptabilité sociale et du consensus social, il n'y aurait plus de poursuites faites en matière d'avortement. Et ça donnait suite au fait qu'il y avait eu des acquittements successifs par des jurys du Dr Morgenthaler. On fera la même chose pour ça. Ben, en fait, je vais vous référer plus spécifiquement à mon collègue, le ministre de la Justice, mais je peux vous dire que c'est l'information qu'il m'a transmise. Je peux savoir ma deuxième question, par exemple? Mais là, je vais demander à mes collègues d'un petit peu de respect, parce que j'ai un ordre ici, puis il y a des gens qui posent des questions. Je comprends Jessica, là, mais je comprends, la priorité est à Jessica. Je demande à nos collègues de laisser Jessica parler, puis ensuite, c'est David Gentile de Radio-Canada. Où est-ce qu'on va prendre les ressources financières? Parce que dans le projet de loi, ça dit que certains établissements vont avoir l'obligation d'offrir notamment des chambres privées, ce genre de choses-là. Où est-ce qu'on va prendre les ressources en termes de personnel et financières? Oui, en fait, on a déjà annoncé pour les soins palliatifs un investissement de 15 millions en mai. C'est un investissement important. Juste avec le 4 millions qui est dédié pour les lits dédiés aux soins palliatifs, on va être en mesure de combler probablement 60% du manque de lits actuel. Il manque une centaine de lits en ce moment en soins palliatifs. Il y en a 720 existants et on pense donc être capable de remplir en une seule année plus de la moitié de ces lits-là. Et l'objectif est d'y arriver sur 2, maximum 3 ans. Donc, pour les lits. Par ailleurs, on bonifie significativement, et ça, c'est vraiment une grande orientation gouvernementale, les soins palliatifs à domicile avec un investissement qui a été annoncé de 11 millions. Donc, pour permettre aux gens de pouvoir vivre le plus longtemps possible leur fin de vie à domicile. Et il y a aussi une orientation qui est donnée quant à la formation. C'est très, très important. C'est une priorité ministérielle, donc qui est envoyée à l'ensemble du réseau. Pour ce qui est de la formation en soins palliatifs, c'est la priorité de formation pour la prochaine année, notamment pour les personnes qui travaillent dans les CHSLD, parce que 30% des gens qui sont susceptibles de recevoir des soins palliatifs se trouvent dans les CHSLD. Alors, c'est très, très important de miser sur la formation et c'est ce qu'on est en train de faire. Et pour ce qui est de la question de la chambre, en fait, c'est beaucoup... ce qui est prévu dans le projet de loi, je le dis, c'est pas nécessairement une chambre privée, mais c'est une chambre qu'elle va occuper seule. Enfin, c'est une nuance, là. C'est-à-dire que, non, mais je vous le dis, c'est de l'organisation interne, mais ça peut être une chambre où il y a 2 lits, mais quand la personne en est à ses derniers jours, on va faire en sorte qu'elle va pouvoir être seule dans sa chambre, donc que l'autre lit sera pas occupé. Si vous me suivez, là. Donc, c'est pas juste de la construction de nouvelles chambres dans les unités dédiées. Et on a discuté avec des gens du milieu, et dans beaucoup, beaucoup d'établissements, c'est déjà comme ça que les choses se font, pour respecter l'intimité de la personne et permettre à la famille d'être à l'aise et de pouvoir accompagner la personne qui est en fin de vie. Et évidemment, on va soutenir les établissements, mais ça ne semble pas poser de grands problèmes. C'est plus une question d'organisation, je vous dirais, des services et de la gestion des lits. Alors, j'ai dans l'ordre David Gentile, Radio-Canada, ensuite Véronique Prince, TVA. Pour être certain que les gens comprennent, Mme Yvon, est-ce que vous pouvez essayer de nous réexpliquer la différence entre ça et le suicide assisté? Oui. Alors, l'aide médicale à mourir, c'est le fait pour un médecin, dans un contexte sécuritaire et très balisé, donc, et uniquement un geste qui doit être posé par un médecin. Je le dis, ça va devenir un acte réservé dans la loi médicale. Donc, seul un médecin va pouvoir donner donc cette médication pour mettre fin aux souffrances donc de la personne en fin de vie.
Et ça va devoir venir de la personne elle-même qui va le demander de manière répétée avec toutes les balises et les critères que j'ai exposés. Le suicide assisté, je vais vous donner l'exemple de l'Oregon. En fait, c'est le modèle des 4 États américains qui ont fait une ouverture à cet égard. La personne, en fait, on lui fournit une prescription et elle part seule. Elle va faire remplir sa prescription et elle décide du jour, du moment, du comment, de l'accompagnement ou non auquel elle va prendre donc la médication. Alors, c'est très, très différent comme philosophie. C'est pour ça qu'on dit que c'est beaucoup plus, c'est l'extension, en fait, du suicide. C'est une personne qui ne peut plus, donc, mettre fin à sa vie parce qu'elle n'a plus les ressources physiques, elle ne bouge plus, elle est dans un état tel qu'elle ne peut pas y arriver et on lui fournit les moyens ou l'information pour le faire. Et donc, elle part avec cette information ou ce moyen et elle le fait toute seule, pas besoin d'être accompagnée par un médecin. Alors, c'est très, très différent de l'aide médicale à mourir qui se situe vraiment dans un continuum de soins de fin de vie. Ce n'est que pour des personnes en fin de vie. Et ça, je le redis, ce n'est pas pour des personnes handicapées ou des personnes qui ont des années devant elles. C'est pour des personnes qui sont en fin de vie, donc qui ont une maladie grave et incurable. Un handicap, ce n'est pas une maladie grave et incurable. C'est très, très important. Donc, parce que la définition est assez large. Je suis une personne tétraplégique, je souffre beaucoup, mais mon espérance de vie est à peu près indéfinie. Est-ce que oui ou non, je peux faire appel à... Vous n'êtes pas une personne en fin de vie, et donc ce n'est pas un cas où l'aide médicale à mourir s'applique. Il faut que la mort soit imminente. Il faut en fait que la personne soit en fin de vie. On n'a pas mis de période fixe. Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est 6 mois? On nous a vraiment dit que c'était très difficile et que ce serait périlleux de venir mettre une limite. Mais ce qu'on comprend, évidemment, quand vous êtes en fin de vie, c'est que vous êtes, et les critères le disent, vous êtes à un stade avancé ou terminal d'une maladie grave et incurable, avec un état avancé de déclin de vos capacités, de manière irréversible et des souffrances constantes et intolérables et continues. Notre collègue de TVA a quitté. J'aurais une question, Madame la ministre. Il y a des opposants à votre projet de loi qui invoquent une intention budgétaire derrière ça. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vraiment, cette question-là, je dois vous dire, là, elle me sidère. Donc, parce que vraiment, l'objectif de toute la démarche de la Commission et l'objectif de tout le projet de loi, c'est de mettre de l'avant des valeurs de compassion et de solidarité et de respect de la personne pour pouvoir répondre à toutes les personnes qui souffrent en fin de vie, compte tenu de leur spécificité, de leur souffrance particulière, de ce qu'ils peuvent vivre de spécifique. Et bien sincèrement, vous voyez à quel point c'est un petit nombre de personnes. Alors, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Et il faudrait vraiment penser qu'il y aurait énormément de gens mal intentionnés, de gens complices, les médecins, les infirmières, les préposés, les proches, les patients, les élus, le législateur, pour pouvoir avancer une telle piste. Donc une telle, je te permets, Martin, donc une telle, les économies qui pourraient être générées par une mesure comme cela, c'est totalement étranger à l'intention du gouvernement. Totalement. Et franchement, là, je veux juste vous dire que ça me choque profondément. Parce que si on se mettait à douter des médecins, en fait, ça serait de se dire à chaque jour, dans le fond, peut-être que les médecins, quand ils décident d'accepter qu'une personne veut arrêter des soins, refuse une chimiothérapie, qu'ils refusent d'être branchés sur un respirateur, qu'ils veulent être débranchés, qu'ils soient motivés par des considérations comme ça. Écoutez, c'est complètement surréaliste. C'est tout l'inverse qu'on a entendu en commission. C'était plutôt, s'il vous plaît, venez réaffirmer le droit de refuser des soins. S'il vous plaît, venez réaffirmer la possibilité de dire non à l'acharnement thérapeutique, parce qu'il y a encore
beaucoup de réflexes chez les soignants, y compris en fin de vie, de vouloir continuer, offrir encore des soins, même pour les personnes qui disent, là, écoutez, il me reste 2 ou 3 semaines à vivre, je n'en peux plus, pour moi, ça n'a plus aucun sens. Je veux juste que vous m'aidiez à être confortable, à être bien et à me soutenir le mieux possible. Alors, évidemment, ça tient pas la route et on l'a répété ad nauseam et je le répète encore aujourd'hui. Nous allons passer à nos collègues anglophones. Kevin Doherty de Gazette. Yes, Madame Yvon, there are about 500 doctors, I understand, who have signed a declaration saying they won't participate in this, and the motivation is there's a feeling that there's a slippery slope. You know, you have limits and guidelines and so on, but they feel that a patient who's in suffering, the relatives will sort of be sort of forced into going along with some procedure that they might not go along with. What do you say to these people? Well, first of all, I think that we have to put things in perspective. This petition is signed by about 500 doctors, and there are more than 20,000 doctors in Quebec. And among those 500 doctors, about 20% are from outside Quebec. So this amounts to about 2% of the doctors, of all physicians of Quebec. And we know that this petition has been going on for a few months now, so I don't think that it's a significant movement. That doesn't mean that we do not listen to them. Of course, I listen to what they have to say. I want them to be reassured. I want them to know that there is no obligation whatsoever for one physician to administer a medical aid in dying. Their objection de conscience, their personal convictions, which are provided for in their ethical code, is enshrined in this bill. So it's recognized, and no physician will have to do, as it is the case now, will have to perform an act which doesn't agree with his or her convictions. So that's very important to say. Really, the slippery slope is something that was described in the first place as being something that could harm the vulnerable, the most vulnerable. We think about the very elderly people or the handicapped people. And the experience that's been going on in Europe shows us that there is no slippery slope. The people who have medical aid in dying, they don't represent a specific group of people. There is no evidence of a slippery slope. Also, I think it is a little bit concerning to see that they would think that as I said earlier, that the physician, the nurse, all the team would not respect the very strict conditions, the fundamental one being that the request has to come from the person herself and has to be repeated with the physician at different times. So those are very, very strict guidelines, and you can look at section 26 and 28, they are very strict. And also, as to the influences that could be performed, I would say that, every day there are very important medical decisions being taken in our hospitals. Somebody can decide to refuse cancer treatment, to refuse chemotherapy, to stop dialysis, to say, I don't want to be on a ventilator anymore. Every day, those are very important decisions. Don't we trust the physicians? I think we trust the physicians, and I think we trust the whole teams. And especially at the end of life, there are teams that support the people, that talk with the family, talk with the patient. So really, I'm really confident about what we are putting forward today. Okay, Max Harold, we haven't talked about the commission. The commission, Yeah. Commission de fin de vie. Yeah, C'est quoi ça? there are many things to talk about. Yes. Yes.
What does the commission do? Why is there a commission? Okay, it's a commission that really has relates to everything that has to do with end-of-life care. It's called Commission sur les soins de fin de vie. So it has basically two main purposes. First of all, to be able to advise the Minister of Health and Social Services on all topics relating to end-of-life care. How is it going? Is palliative care being implemented as much as we want? How is it going on? How is it going on the field? They can resort to experts also to see if there's something that we should look at more closely. And the second purpose is to receive the declarations from the physicians who will have administered medical aid in dying, and to make sure that everything was done in conformity with the bill, with what we hope will become a law, with the bill, and to also produce reports annually every year about what has been done concerning, among other things, medical aid in dying, and also every 5 years report on the evolution of end-of-life care in Quebec. Max. Madame Yvon, is it your opinion that this is pretty much, the law is coming into, to spell out what in fact is actually already going on in some ways in terms of palliative sedation and doctors who agree or disagree whether that is a form of medical assistance to those who want to end their suffering? I would tell you that it's, from my perspective, it's an evolution. It's not a revolution, okay? Because, of course, end-of-life decisions are very different now from what they were 50 years ago because of everything, like I said, pharmacology, the advance in technology. So every day there are difficult decisions being taken for the future of a person who's at the end of their life. I cannot say, I'm not in the system every day, I cannot say if this kind of medical aid in dying is performed already in a clandestine, in a, how would I say, in a... Anyway, you know what I mean. De manière clandestine. I can't say. Some people told us that. I can't say. Some say that no, it's because there's confusion as to what is terminal sedation versus increasing the dosage of morphine versus what is really medical aid in dying. It's a question for the Collège des Médecins and for the Fédération. But what I know is that there are people in Quebec who suffer and who don't find answers to their suffering at the end of their life. And the whole idea behind this bill is to give the answers that are needed for those people. But in doing so, you would be instructing, the government would instruct Crown prosecutors not to apply certain parts of the criminal code, not to enforce it, not to prosecute people for those offenses. Are you expecting the federal government to change legislation, or are you expecting challenges? I mean, you're heading for a clash here. I don't think so. But because we are very confident about our juridical and constitutional basis. This is a bill that relates to health. It relates to health matters. The whole philosophy, the whole bill is to accompany people at the specific time of their life, which is the end of their life, when they are incurably ill. So it is really the focus and the meaning of this bill. And so medical aid in dying is not an isolated fact. It's really something that is being put in place in a continuum of care, of appropriate end-of-life care for people who cannot find answers with palliative care. It's really on that basis, and we're really confident. That being said, because the criminal code is in the environment, the idea is, should we,
which is something totally independent from this bill. Once this bill would be, for example, adopted, should the Attorney General give an orientation to the Directeur des Poursuites Criminelles et Pénales just to reassure, just to tell the whole medical world, don't worry, this bill is on our health jurisdiction, it's a health matter, and you can, of course, do everything that's provided for without having any worries. This is something that my colleague Bertrand Saint-Arnaud is looking at, but it's not something that really relates to the bill, and it's something that he will think about, and he will give his idea once and if this bill is adopted. It's kind of, I would say, suspenders and belt approach to make sure that everybody's reassured. And I have just one last question as to the method for the medical assistance dying. For us, we're all not doctors here, I'm sure, but what would be, for the layperson out there, are we talking about an additional dose of morphine? Would it be different depending on the illness? What is the method? I'm not the specialist. It's the Collège des Médecins who is working right now, on this issue. And is working on the best protocol with also the Ordre des Pharmaciens. It is not an additional dosage of morphine. That's not what it is. It is a medication that is more precise, and I can't tell you what it is exactly, but of course these ordres professionnels know, and they can also look at what's being done in Luxembourg, Belgium, and the Netherlands. Caroline Plante. Madame Yvon, to follow up on my colleague's question here on the criminal code, is Quebec somehow skirting around Canada's criminal code? Are you trying to bypass it? No, we're not trying to bypass the criminal code. I want to repeat that euthanasia, for example, is not provided for. It's not forbidden in the criminal code. There are general provisions, and there's something specific about assisted suicide, but nothing on euthanasia. There is nothing that relates specifically to a medical context, to a person who is suffering, to a person who is ill, to a person who is at the end of her or his life. Nothing has to do with that. Nothing has to do with the medical context. So really, that's not how we see it. We really see that we have the grounds and the jurisdiction to do what we are doing. Given that there's been opposition to this bill, protests and whatnot, do you really feel that Quebecers support you and are ready to take that next step? And also, how significant is this, given that Quebec is alone in Canada doing this? Quebec would be, this would mark a first, I guess, in Canadian history. Yes, I think Quebec is the first because we decided to put in place this very special commission that got the agreement of everybody, all the political parties at the National Assembly. But we are not the only ones who look at that. I have to tell you that all the other provinces are looking, maybe I shouldn't say all, but I know many provinces are looking at what Quebec is doing right now. Because, of course, it is, and the experts, the report that came from the experts in January, Maître Ménard and Maître Hébert and Maître Giroux, they said that looking at it, and that's what the bar said also, and that's what the Collège des Médecins said also, looking at it from a criminal perspective is of no use. It has nothing to do with the reality of today, which is people who can agonize for days, for weeks, because with everything that we have now at hands to help them, sometimes we don't help them. And so it has nothing to do, it has nothing to do with criminal manners. It has everything to do with health matters. And that's the perspective that is in this bill, and we're really confident that we're on solid grounds. Il reste une question, monsieur, dont j'ignore le nom. Désolé. Lyons, de CBC. I just have two questions for you. First, it seems that you are saying that you want palliative care to be the rule and medically assisted suicide or death to be the exception to the rule. How will you go about making that the case?
Because people want to live, and people want to live as long as they can. And I think that the percentage of people who resort to such measures in other countries show us how much people want to live. As long as their suffering is bearable, they want to live. They want to go through, most of them, every day they can have. And of course, most of the people want palliative care. That's what they want. But for the exceptional cases, we have to have an answer. And why we think it's going to be an exception? Because people really strongly want to live. And for most people, palliative care is the good answer. It's the best answer. But for some people, and it's very important, people who came in front of us during the special commission and who told us about their father, their wife, the people they accompanied who were suffering, most of them, of those exceptional cases, were in palliative care units. They were receiving very good palliative care, but they were what we called people who had souffrance réfractaire. We were not able to control their suffering. So this is an issue. This is an option, a supplemental option for those cases, which are exceptional, which exist. Will there be more investment in palliative care? There will be more investments in palliative care. My second question is three clarifications. The first one being, I notice in the bill there's nothing about residency in the bill itself. There is. No. It's at section 26, first paragraph. Elle est majeure, apte à consentir aux soins et elle est une personne assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie. Okay, that's perfect. The second one, the second question is, if you can tell me what the difference is between palliative sedation, medical assistance in Medical dying, aid in dying. and assisted suicide. Okay. Palliative sedation is to put something in a situation that is close to a coma, unconscious state, and in most cases depriving them of hydration and feeding for a period as long as until their death will occur, knowing that they won't come back from that state. That's the first palliative sedation. Second one, medical aid in dying, is really an additional, exceptional option for people at the end of their life who are suffering and who want to repeatedly with all the set of measures, control measures, who want to see their suffering ending by the act of a doctor who will perform the medical aid in dying with the right medication, with the right protocol, which will be issued by the Collège des Médecins. Assisted suicide is an option which is to give the person control, and it has nothing to do or doesn't have to do with a medical context, with the intervention of the physician. So the person can go home with their prescription and have it fulfilled and take it when they want. It doesn't have to be with the presence of a physician. It's more of an isolated act, which is, I would say, a prolongement of the idea of suicide. So this is a quick one. When do you expect, or when would you like to see hearings begin? Because you agreed in the Assembly to hold hearings on the bill. When would you like to see these hearings begin? And what's if you had a wish list or a wish of when you wanted to see this bill passed into law? I would want the consultations to start in about September. That's the goal, but the government leader said it in the House. We really want to collaborate. We are really animated by the same philosophy as when we were doing the work, when I tabled the proposition to have the commission, the special commission. So we really want to focus on collaboration, non-partisan work. So we will see the possibilities, but the idea would be to start around September, the hearings, and to see if we can adopt it in the next session. Hearings, right? It's just hearings among the MNAs? No, they're gonna be public hearings. We've had a lot, of course. We've had almost a year. We've had more than a year of hearings with the Commission.
but we will still hear, because now there are the specifics of the bill. So it's important to hear a certain number of groups and associations. My feeling would be that they will be what we call particular hearings, but broad particular hearings. So that's what we will discuss with the oppositions. There is something that wasn't brought up, but there's only the two of you left, but I think it's important to register it. There is this question about if a person could ask in advance, in an anticipated way, to have medical aid in dying. The answer right now with the bill is no, because somebody can ask other things. I want this, I don't want that at the end of life. But for the specifics of medical aid in dying, it is not provided for in the bill, because one fundamental criteria is that the request has to come from the person herself repeatedly. And it's a very complex issue to decide if somebody in advance could foresee that they will be suffering and meeting all the criteria and say, that day I would want to be helped. And what we suggested in the commission was to ask the Collège des médecins and the other ordre professionnel to look specifically at that issue, which is very complex. We think, for example, about Alzheimer's disease patients, and they are still looking at it. They are doing a very, very serious work, which should end in the coming weeks or months, we think before next September. And what we will do is that when we will see what they recommend, we will we can put that issue to the hearings forward. It's a free and informed decision to be made by the person. Exactly. At a certain point before, they no longer are apt. They can do it, but not for medical aid in dying. For them. For refusal of treatment, for being, for say, I don't want acharnement thérapeutique, I don't want to be reanimated, I don't want to get antibiotics if I have Alzheimer's disease and I have pneumonia, let me live in a peaceful way. They can say, I don't want to get that kind of treatment, I don't want to be artificially hydrated, everything that has to do with that. Someone who requests medical aid in dying is doing it before they die, so that's in advance. Yeah, the idea is that a criteria is the suffering. Okay, how do you evaluate the suffering when somebody is no longer capable of telling you how they feel? Because you can foresee in advance that you will be suffering, but you can be having Alzheimer's disease and being relatively happy. You know what I mean? Not being in a state of suffering. So that's a very important issue, and that's what we asked the Collège des médecins to look at. And we don't have right now the answers. We will look at them and we will discuss it. But for now, I just wanted to stress out that it is not in the bill. Ask you then, just to clarify, because I had read the same thing as my colleague. I think some people had misunderstood in the bill there, because there's one section that does talk about the ability to get a notarized your wishes notarized. Exactly. So but that is not for medical aid in dying. Medical. No. It's just okay. So it's for DNR, do not resuscitate, or all those exactly. things. Okay. Thank you. That's why I should have pointed. I was sure the question would come, and that's why I should have.